Et oui, c'était Anastasia avec Left Outside Alone. Il est 11h12 sur les ondes de Radio Tunisian Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Eh oui, on est de retour dans Autour de midi et j'accueille mon premier invité, bien sûr, Mehdi Benchoufi, médecin de santé publique franco-algérien et mathématicien. Et c'est le cofondateur et président d'Ecopen Factory, une start-up française qui redéfinit l'imagerie médicale. Issu d'un double parcours en médecine et en mathématiques, il a développé une sonde d'échographie ultra portable connectée à un smartphone qui pourrait un jour remplacer le stéthoscope de l'ENEC. Cette invention, née de son expérience d'interne et de sa passion pour l'innovation, combine technologie, intelligence artificielle et formation pour rendre l'échographie accessible partout et à tous. Fierté pour le monde arabe et pour la communauté scientifique francophone, Mehdi Benchoufi illustre comment une idée venue du terrain peut se transformer en une innovation de portée mondiale. Sa sonde ultra portable, légère, compacte et abordable pourrait démocratiser le diagnostic médical, réduire les inégalités d'accès aux soins et inspirer toute une génération de médecins et d'inventeurs. Cette interview vise à explorer votre parcours, la vision derrière Ecopen, les défis techniques et humains, les usages concrets, les impacts attendus et comment vous voyez l'avenir de cet outil révolutionnaire. Mehdi Benchoufi, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Tunisian Inter. Bonjour à tous, merci pour cette présentation laudative et ravi de participer à cette émission. Avec grand plaisir, on va commencer tout de suite notre interview. On va parler un peu de votre parcours personnel et votre vision. Si vous pouvez nous retracer un peu votre parcours depuis vos études de médecine et de mathématiques jusqu'à la création d'Ecopen. Qu'est-ce qui vous a mené à combiner ces deux disciplines ? Alors en effet, ce qui m'a amené à mener les deux disciplines de front, c'est une grande passion à la fois pour me rendre utile d'une façon ou d'une autre. Et donc ça, c'est ce qui explique mon parcours médical. Et puis par ailleurs, une passion nourrie depuis l'enfance pour les mathématiques. Et la combinaison des deux trouve sa résolution dans les technologies. Et donc j'ai toujours été, alors comme on dit un peu facilement, un peu nerd, j'adore les technos. Et dans mon parcours médical, lorsque j'étais jeune interne, il s'est passé une série d'incidents qui ont fait que l'idée de mettre à disposition de tous une sonde d'échographie, on l'expliquera pourquoi de l'échographie en particulier, pour faire du diagnostic sur site. Diagnostic un peu là où on peut, là où la situation médicale survient. Même en temps de crise ou en temps de guerre. Même en temps de crise, en temps pas de crise, en toute situation, en tout lieu pour tout praticien. Eh bien, voilà, cette idée est venue pendant une garde d'interne en particulier. Je l'ai nourrie pendant plusieurs années. Alors, nourrie pas seul, avec des collègues, des amis. Et puis, à un moment donné, on s'est lancé dans l'aventure. C'est ce qui m'arrive à vous poser la deuxième question. À quel moment avez-vous eu l'idée d'une sonde ultra portable Quel était le déclencheur concret? Expérience d'interne, constat d'un besoin? Constat d'un besoin, bien entendu. Et une histoire assez malheureuse, en fait, un jeune interne à l'hôpital Saint-Antoine, on perdait coup sur coup, d'une garde à l'autre, deux patientes de ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Donc je ne veux pas être pour nos auditeurs trop techniques, mais enfin, je connais très bien, mon père a ça. Et voilà. De 5 cm. 5 cm. Bon, il faut prendre en charge, il va falloir penser à équiper le médecin qui le suit d'une sonde Ecopen. Et donc, on a un gros tuyau dans le corps humain qui s'appelle l'aorte. Oui. Qui charrie en fait tout le sang. Oui. Et lorsque ce tuyau se rompt, les conséquences sont dramatiques pour le patient. Oui, même mortelles. Pardon ? Parfois mortelles. Parfois mortelles, souvent mortelles. Souvent, même. Oui. Et la situation a particulièrement marqué puisque la chaîne d'événements qui a mené au décès du patient commence par une intervention de transport médicalisé mobile, donc le SAMU. Le médecin du SAMU se rend au chevet d'un patient qui s'est effondré. Il avait très mal au ventre, ce qu'on appelle techniquement dans notre jargon un ventre de bois. Il observe que le patient est pâle comme un linge et il se dit quelque part il doit saigner. Et il part sur le diagnostic d'une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Donc, comme c'est une urgence urgentissime, eh bien, il faut l'orienter vers un service dédié. Et il prend son téléphone et il appelle. Il appelle les services de réanimation. Et un des services répond, il y a même le chef de service qui répond et qui demande quelle est la fréquence cardiaque du patient, qui était sensiblement normale, et donc le diagnostic de rupture d'anévrisme est récusé. Bon.
Et le médecin, si vous voulez, du SAMU était impuissant. Il n'avait aucun moyen de le convaincre et de se convaincre lui-même Surtout, définitivement oui. qu'il s'agissait de ça. Mm. Le patient est passé aux urgences de Saint-Antoine 50 minutes après la manifestation des premiers symptômes. Et en fait, il était hors état réanimatoire et il est décédé. Il a mis même une quinzaine de minutes à obtenir son échographie. Si d'aventure, le praticien avait eu entre les mains un dispositif ultra portable d'échographie, il aurait pu faire immédiatement Tout de suite, ouais, sur le site diagnostic. le diagnostic. Donc c'est quand même extraordinaire. Je ne dis pas que systématiquement on lui aurait sauvé la vie, mais enfin en tout cas on aurait très largement optimisé sa prise en charge et peut-être qu'on lui aurait sauvé la vie. Donc cette histoire m'a marqué. Donc je l'ai gardé en tête quelques années et encore une fois j'ai échangé avec un certain nombre de praticiens, mon cofondateur Olivier de Frénois qui avait une vue aussi des usages de l'échographie sur site dans d'autres contrées, en Asie. Un médecin assez populaire dans le domaine de l'échographie en France qui s'appelle Pierre Bourrier, qui a formé une génération de médecins à l'échographie. Et donc l'idée de pouvoir disposer d'un outil très simple, miniature et intervenir sur site, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Peut-être pour nos auditeurs rappeler un point sur la particularité de l'échographie. Donc dans le monde de l'imagerie, il y a plein de façons de voir dans le corps. Et l'imagerie échographique a ceci de particulier qu'elle n'est pas invasive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dangereuse. Donc ça en fait une utilité absolument redoutable en termes diagnostiques. Et ce qui est incroyable, c'est que là, je l'ai, Ecopen, le fameux, l'invention, elle est dans mes mains. C'est pas lourd. Ça se met dans une poche, ça se met dans un sac, ça se met partout. Je le montre à la caméra. C'est un objet révolutionnaire dans le monde de la médecine aujourd'hui. Je pense que les médecins de demain seront équipés de ça, de cet appareil-là que j'ai entre les mains, mieux que le stéthoscope habituel d'un médecin, qu'on reconnaît. Le médecin, je veux dire, il a fait ses études, il a gardé son stéthoscope jusqu'à la fin. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir remplacer peut-être le stéthoscope par Ecopen. Exactement. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas vous surprendre, je suis d'accord avec ce que je vais vous dire. J'ai pitché. Hein. Je crois que c'est révolutionnaire, parce que c'est Ecopen qui le fait. Je pense que la pratique, elle est révolutionnaire. Elle le sera d'autant plus que tous les étudiants en médecine, tous les praticiens s'équiperont de ce type de dispositif. Vraiment en jeu, vous l'avez suffisamment rappelé, c'est le stéthoscope du 21e siècle. Tout à fait. Peut-être vous partager une anecdote qui date d'il y a quelques jours. Je reçois vendredi un email d'un praticien urgentiste qui me dit « écoutez, en fait, je laisse de côté mon stéthoscope et je veux le remplacer. Et donc, je vais prendre un Ecopen. » Donc, ça vous donne la portée de ce qui est en place. On dit souvent en médecine qu'il y a les 4 piliers historiques, je dirais même antiques, de l'examen clinique. Donc, on fait de l'auscultation, de la palpation. Alors, bien sûr que ça, c'est très important. Mais lorsque vous augmentez ça d'un acte ou d'un geste vous renforcez en fait, mais considérablement, très considérablement. D'ailleurs, moi, je peux vous parler d'une expérience personnelle. Je suis parti voir mon médecin généraliste à Tunis ici, sans vouloir citer de nom. J'ai été agréablement surpris que le médecin généraliste m'avait fait. Il avait une échographie de mes organes vitaux. C'est rare qu'un médecin généraliste qui a ça. Bon, c'est un plus gros appareil que celui-là, bien sûr, mais il l'avait dans son cabinet. Absolument. Et c'est rassurant. C'est très rassurant. Je suis bien heureux que vous disiez ça. Alors, bien sûr que l'auscultation, la palpation, etc., c'est des passages obligés. Et il y a une étape supplémentaire, c'est de voir dans le corps. Et je pense que pour chacun d'entre nous, et on n'a pas besoin d'être médecin pour ça, on se dit bien qu'en regardant dans le corps, on est quand même plus fin, plus sensible, pour aller au diagnostic. Et par ailleurs, moi je serais patient comme vous, on se sent plus rassuré. C'est sûr. Voilà. Regardez, je vais vous dire qu'il ne se passe rien, pas parce que c'est de la médecine magique, parce que je vois qu'il ne se passe rien. Ou alors, je vous indique qu'il se passe quelque chose, et vous êtes informé de ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe. On vous oriente vers un médecin plus Absolument. spécialisé. Et d'ailleurs, être bien informé pour un patient, je pense que c'est un premier pas vers la guérison. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement, donc on a compris la sonde Ecopen, mais matériel, fréquence, connectivité, autonomie, robustesse, compatibilité avec iOS et Android, poids, taille, c'est important tout ça. Oui, c'est très important, je vais vous dire tout ça. Donc c'est une sonde miniaturisée, donc elle tient dans la main. Elle est connectée à un téléphone portable. Tout type de téléphone portable, iOS, Android, ce que vous avez, même si vous avez un vieux téléphone. Regardez, là, on a un téléphone qui est ici, je l'ai en main. Vous êtes à côté, vous avez la sonde. L'un et l'autre se connectent sans fil, ce qui rend l'usage encore plus confortable.
Alors, pour mes confrères et consoeurs, il y a 3 fréquences. Alors, techniquement, 3, 5, 5, 7, 5 MHz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut regarder avec un même dispositif de la superficie à la profondeur. Vous voyez, quand vous avez les grosses machines d'écho, Ouais. alors ça ne remplace pas les grosses machines d'écho, hein, mais quand vous avez les grosses machines d'écho, vous avez plein de sondes. Vous changez à chaque fois de sonde selon la profondeur à laquelle vous regardez. Et bien là, avec un même geste, vous pouvez passer de la superficie à la profondeur. La batterie dure longtemps, elle est super robuste. Si je m'amusais ici à la lâcher du haut de la table, qui est assez haute, eh bien ça ne se casserait pas. Et donc on a un outil très polyvalent et qui permet vraiment de faire le tri et d'avancer vers le diagnostic très rapidement pour les praticiens. Alors j'imagine que ça s'appelle EcoPen 01 parce qu'il va y avoir du 02, Exactement. 03, 04, ça Exactement. va y aller, hein, comme les iPhones. Hein. Exactement. Dans les magasins, il y a déjà les versions qui vont sortir dans un an. On a en tête ensuite dans le magasin, mais celui qu'on héberge dans le cerveau, on a les prochaines générations de sondes. Absolument, on a toujours un coup d'avance. On en a discuté un peu en off et je pense qu'aussi ça pourrait être un objet que les particuliers peuvent avoir. Alors, dans un futur. Je vois que vous anticipez. Alors, ça va être peut-être le moment de science-fiction de cette matinée. En fait, les progrès de l'intelligence artificielle sont tels qu'en effet, on peut parfaitement imaginer équiper les patients eux-mêmes au domicile. Ils pourraient faire des gestes qu'ils apprendraient. Ou un robot médecin au domicile qui Pourquoi pas même un robot médecin. Et en fait, l'intelligence artificielle permettrait d'analyser les images. Alors, ça ne veut pas dire que ça substitue à nos confrères et consoeurs, bien sûr. C'est qu'à la fin, il y a quelqu'un qui va interpréter, rassurer, voir si l'intelligence artificielle dit bien, dit faux, etc. Et alors, même un cran plus loin dans la science-fiction. Vous pouvez même imaginer faire de l'imagerie sans image. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les capteurs vont se miniaturiser. Aujourd'hui, ça tient dans la main. Peut-être que ça tiendra sur un bout de papier ou un bout de gant que vous aurez sur les mains ou sur votre propre tissu, un t-shirt ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et ce capteur permettrait de récolter la donnée sans avoir même d'image. Tout à fait, absolument, comme une montre. Et l'analyse de l'intelligence artificielle ferait en sorte qu'on aurait les alertes qui méritent d'être ensuite adressées par un praticien, puisque c'est important, hein, à la fin c'est le médecin qui va sanctionner l'attitude thérapeutique. Tout à fait. Alors quels sont les principaux défis techniques que vous avez dû résoudre? Qualité d'image, miniaturisation, coût, fiabilité, certification, marquage CE? Exactement. Alors le premier des défis et le grand défi, et qui fait que je crois que la solution EcoPen est à nul autre comparable, c'est le prix. Donc la sonde, elle est 4 à 5 fois moins chère que le premier de nos concurrents. Et en fait, c'est une aventure médicale, c'est une communauté médicale, alors à la PHP qui s'est en France qui s'est rassemblée, mais aussi à l'international, on a pris des avis un peu de partout, en se disant, ok, de quoi est-ce qu'on a besoin pour aider le praticien, qu'il soit dans sa médecine hospitalière ou libérale, et à partir du besoin médical, c'est dans ce sens-là, à partir du besoin médical, on a dérivé une technologie abordable. D'accord. Donc le défi techno, c'était de faire quelque chose de très sophistiqué, en termes de vraiment technologique, mais très peu cher. Accessible. Donc, très accessible, absolument. Et quand je dis sophistiqué, c'est que la techno est très intelligente, etc. Mais au fond, les usages sont simples et les praticiens avec très très peu de formation peuvent être immédiatement utiles. Alors, comment fonctionne l'interface logicielle? Application, formation, guidage du geste, intelligence artificielle? Donc, l'interface, elle vous conduit vers le geste, d'une part parce que, encore une fois, on se concentre sur des usages très simples, mais aussi parce qu'on a un cloud qui vous permet de récupérer vos données, etc., mais aussi des modules de formation qui vous accompagnent dans la prise en main du dispositif. Je ouvre une parenthèse. Est-ce que les données seront protégées? Absolument. Alors attendez, sur le volet de la réglementation, on en a passé de belles. On est marqué CE sous le dernier règlement européen. Et on a été la première boîte au monde dans notre domaine à être bénéficiaire de ce certificat, donc il est extraordinairement exigeant. Et évidemment, en termes de ce qu'on appelle dans l'anglicisme la compliance, donc notre capacité à être en conformité avec les règles de bonnes pratiques de la donnée, eh bien on est serveur HDS, c'est-à-dire sécurisé, avec les données personnelles qui sont protégées. Vraiment, on est dans l'épure et dernier cri de ce qui se fait en termes de respect de la data. Et en termes de fabrication, est-ce intégralement made in France? Quelles sont les étapes pour
industrialiser ce type de matériel médical? Alors, on est Made in France, absolument. Donc, on s'assemble et on se construit, on s'assemble dans la région de Lyon. C'est évidemment un défi de mettre en place une production à l'échelle qui est la nôtre, puisque notre ambition, vous l'avez compris, elle est globale, elle est mondiale. On veut équiper du nouveau stéthoscope tous les praticiens de la planète. Surtout, c'est pas je le dis tout de suite, ce n'est pas un gadget. Pas du tout. C'est vraiment pas un du truc tout. Ça médical. traite l'essentiel, vraiment l'essentiel. Et pour les ça sauve collègues des vies. qui nous écoutent, ça peut sauver ça sauve des vies. C'est savoir s'il y a des épanchements, c'est savoir vulgairement s'il y a des tuyaux bouchés, donc ce qu'on appelle techniquement la dilatation des voies piélo-calcielles, donc le calcul rénal, savoir s'il y a une phlébite, tous ces sujets qui sont des sujets majeurs aux urgences ou en médecine libérale. Eh bien, tout à fait, on y répond dans les meilleures circonstances et avec une capacité, puisque c'était la question, donc encore une fois, de production qui peut suivre l'ensemble de la demande qui est très importante aujourd'hui pour Ecopen. Dans quel contexte la sonde est-elle déjà utilisée en médecine générale, urgence, hôpitaux, zone rurale, ambulance? Avez-vous des retours d'expérience particulièrement marquants? Absolument. On est utilisé et déployé en tout contexte. Hospitalier, médecine de ville, EHPAD, donc les structures sanitaires qui s'occupent de nos plus âgés. On est déployé dans les déserts médicaux. On est déployé dans les contextes de conflit. Par exemple, on est déployé sur le front en Ukraine. Donc la sonde, elle est utile dans tout contexte en termes de spécialité, urgence, médecine générale et à notre surprise, à notre grande surprise, parce que la sonde est simple, facile à utiliser, avec un temps de formation très court, eh bien, les urologues, les néphrologues, les hépatologues, les pneumologues utilisent quotidiennement la sonde Ecopen. Et je dois dire qu'on a quelques exemples ici en Tunisie, puisque la Tunisie semble, dans le Maghreb, Tunisie, Algérie, sont pionnières dans l'usage de ce type de technologie, et en particulier d'Ecopen. Alors, le projet Presto pour le suivi de grossesse au Sénégal, pouvez-vous en dire plus sur les résultats attendus, les défis logistiques, la formation des sages-femmes, l'acceptabilité locale? Ouais, l'acceptabilité locale, les retours de terrain, elle est excellente. Et en effet, la sonde permet là aussi toujours, pour faire des choses simples, d'avancer dans le diagnostic, dans le diagnostic obstétrical. De quoi on parle? On parle de savoir quelle est la parité, c'est-à-dire quel est le nombre d'enfants qui sont amenés à être accouchés. On veut savoir techniquement l'insertion placentaire avant l'accouchement, la position du fœtus avant l'accouchement. Enfin, les quelques éléments de base qui aident tout type de praticien sur site, j'irais du médecin jusqu'au travailleur social local qui serait rapidement formé à faire les quelques diagnostics de base pour suivre la grossesse. Donc ça, c'est en effet des études qu'on a menées au Sénégal et dont les retours ont été absolument excellents. Si vous allez sur notre page LinkedIn, ce que je vous invite à faire, ou sur notre site web, vous avez le témoignage de sages-femmes. Et honnêtement, c'est des choses on aurait inventé la meilleure séquence marketing, on n'aurait pas pu la faire avec une femme, donc sage-femme, qui s'effondre. Je pense que je l'ai vu la séquence. Qui est en cri, tellement ça change sa vie en utilisant Ecopen pour faire le diagnostic de grossesse, etc. Donc c'était c'est pas un storytelling, c'est pas une storytelling. C'est pas du tout du storytelling, ça a été capté sur le vif et la séquence est très émouvante. Alors qu'en est-il du déploiement en France dans les cabinets de médecine de ville? Comment se passe l'intégration dans le cursus de formation des étudiants en médecine? Alors, en France, on est déjà la sonde ultra-portable la plus vendue. On équipe une quarantaine d'hôpitaux en un peu plus d'1 an de commercialisation et on est largement déployé en médecine générale. On se concentre, ou les praticiens se concentrent sur les situations de base. Donc, ce qui remonte du terrain, c'est le diagnostic de la pneumonie, qui est aujourd'hui, l'échographie est devenue de première intention selon des recommandations d'il y a à peine 6 mois. Majeure, je crois, puisque traditionnellement c'est la radiographie de thorax qu'on fait sur adulte ou enfant. L'autre cas d'usage qui revient, c'est la douleur lombaire, donc le calcul rénal, la vésicule biliaire lorsqu'on a une douleur abdominale. Et donc en médecine générale, les retours sont tout à fait excellents et les praticiens intègrent ça à leur pratique. En termes de formation, la formation est en train de diffuser partout dans le monde.
Je crois qu'aujourd'hui, pour la formation à l'échographie dite clinique, indépendamment de l'outil, c'est quasiment 100% des écoles médicales qui enseignent l'échographie clinique. Ça arrive très très fort en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Donc s'il y a ici des responsables universitaires, des doyens de faculté qui nous écoutent, intégrez ça au cursus de vos étudiants, peu importe le dispositif. Là, je ne fais pas un plaidoyer pro domo pour Ecopen, c'est majeur. Majeur, c'est encore une fois, c'est la nouvelle pratique médicale, c'est le stéthoscope. C'est le futur. Absolument, c'est le présent. Oui, mais il va y avoir des versions Exactement. qui vont s'appliquer dans le futur. Vous êtes aussi invité en Tunisie, hein, j'imagine, pour Absolument. un colloque, un congrès. Ouais, tout à fait. Vous allez peut-être présenter justement Ecopen. Vous l'avez fait au préalable chez nous et on est très fiers de vous avoir. Et le monde arabe est très fier que ce soit vous la fierté est partagée. Qui ait inventé cet objet, en tout cas. Le marquage CE, donc, il est obtenu. Ouais. Quelles sont les implications en termes de normes, de responsabilité, de maintenance, de garantie ? Écoutez, le marquage CE est extraordinairement exigeant, donc il y a une centaine de normes auxquelles vous devez ne pas déroger. Donc il y a des garanties en termes non seulement de fiabilité technique, de performance en termes de qualité d'image, etc., mais aussi de fiabilité technique. La sonde, vous pouvez l'utiliser plusieurs années, elle est prévue pour au moins 5 ans. Bien entendu, nous, on assure la garantie d'1 an, en cas de défaillance 2 ans. Et je vous invite à contacter nos responsables commerciaux pour avoir tous les détails. Mais voilà, c'est des garanties de fiabilité, de solidité et de qualité de suivi de votre prise en main qui sont, je crois, au top. Alors, sur le plan du coût, hein, vous parlez d'un prix de moins de 1 000 €, plus accessible, mais cela reste un investissement quand même. Hein. Quel est le modèle économique ? Vente directe, abonnement, service, maintenance ? Alors, le modèle économique, c'est que la sonde en elle-même est à moins de 1 000 €. Et ensuite, vous avez un abonnement qui vous donne accès à toute une série de services. Où vous allez avoir un cloud avec un espace de stockage illimité, la capacité de partager la donnée, mais dans des conditions sécurisées. C'était la question que vous posiez tout à l'heure. Tout à fait. Donc, si vous avez un doute en tant que praticien, eh bien, vous pouvez partager le diagnostic avec un autre de vos confrères ou un expert. Vous avez les modules de formation. Encore une fois, cette prise en main qui se fait étape par étape pour que vous vous sentiez tout à fait à l'aise et faire votre diagnostic. Il y a un accompagnement. Absolument. On ne vous donne pas la sonde et débrouillez-vous, quoi. Exactement. Et l'intelligence artificielle, la première version sort décembre, janvier. Et pour mes confrères, donc ça sera la fonction Bladder Scan, donc l'évaluation du volume de la vessie de façon complètement automatisée. Et puis ensuite, l'IA pour évaluer la façon dont le cœur se contracte. Donc voilà, donc vous avez tous ces services. Donc le modèle économique, c'est une sonde vraiment pas chère. Encore une fois, on est 4-5 fois moins cher que tous nos concurrents. Et puis, à la manière de nos concurrents, on a des services disponibles sous la forme d'abonnement. La vente, ensuite, elle se fait en direct, assez largement en France. Puis ici, on a l'occasion d'avoir des distributeurs. Et donc, on travaille avec des distributeurs en Tunisie. En tant qu'inventeur de Ecopen 01, est-ce que dans des zones de conflit ou ou peut-être que l'argent n'est pas disponible tout de suite, est-ce que vous êtes prêt à donner gratuitement dans des zones de conflit pour pouvoir aider les gens sur place ? Alors, écoutez, figurez-vous que l'histoire d'Ecopen a ceci de particulier que on a une fondation, qui est la fondation Ecopen, qui fait partie des cofondateurs de l'entreprise. Donc c'est un attelage assez rare, mais qui dit aussi l'importance de la mission pour nous d'équiper la planète entière et dans les situations les plus critiques, là où les financements sont difficilement disponibles, pouvoir intervenir de la manière dont vous le dites. Et précisément, on a pu comme ça équiper sur le front en Ukraine un certain nombre de militaires pour pouvoir utiliser la sonde dans les bonnes conditions. Alors, quels sont les défis réglementaires de remboursement, de reconnaissance de l'acte échographie clinique au lit du patient dans les nomenclatures médicales ? Alors, dans les nomenclatures médicales, je ne m'avancerai pas trop pour la Tunisie, je ne connais pas suffisamment bien. J'ai pas fait toutes mes révisions, je suis un élève impréparé. Ce que je peux vous dire, c'est que très largement en Europe, au-delà même de la France, l'acte est remboursé. C'est un acte d'échographie et donc quiconque peut être capable de justifier d'une formation. Alors là, encore une fois, pour Ecopen, ce n'est pas des formations de 2 ans.
il ne s'agit pas de faire le métier des radiologues. Aussi, ça, c'est un message qu'on va adresser à mes confrères radiologues, puisque en France, les radiologues poussent très fort dans le sens de cette échographie dite clinique, puisque ça leur permet de se concentrer sur leur expertise et de déléguer aux praticiens vraiment l'échographie, on va dire, la plus simple et la plus utile. Et donc, dans ce cadre-là, on peut coter une échographie sans difficulté. C'est le cas essentiellement en Europe. Alors, on va parler un peu de formation, d'acceptabilité, d'impact aussi. Pour que l'outil soit réellement efficace, il faut former les praticiens. À quel point est-ce faisable et quelle est la durée de formation, les compétences nécessaires? Écoutez, pour des usages très ciblés, un praticien qui va se dire, OK, typiquement Ecopen, c'est fondamentalement utile pour diagnostiquer une pneumonie ou infirmer une pneumonie. Le temps de formation est moins d'une journée. Il faut avoir vu des cas. Et une fois qu'on a vu un cas, globalement, 2 cas, 3 cas, on se fait la main et le diagnostic suit. Encore une fois, on fait des choses binaires, des choses extrêmement simples. Alors, il se trouve que moi, j'ai publié sur ce sujet, sur en particulier la pneumonie, et on a montré comment l'expert, les performances de l'expert et les performances de l'interne qui n'avait jamais fait d'écho, qui a été formé en 30 minutes, eh bien, sont relativement comparables sur l'essentiel. Donc ça veut dire qu'avec un temps de formation très court, sur des usages ciblés, eh bien, vous pouvez être immédiatement opérationnel. Bien entendu, si vous voulez aller beaucoup plus avant, vous pouvez prendre 1 an, 2 ans de formation pour couvrir tous les cas d'usage. Et je crois que ce n'est pas ça la logique. La logique, c'est d'aller droit à l'essentiel, droit aux quelques cas d'usage simple qui suppose un temps de formation très court. On va remettre un peu. Voilà, le micro. Alors, en termes d'impact, vous avez posé une question d'impact, je peux compléter aussi, mais allez-y. Oui, allez-y. Oui, en termes d'impact, l'impact, il est médical et l'impact, il est médico-économique. Médical, peut-être pour vous donner des données, alors ce n'est pas des données inventées, ce sont des données de la littérature, des meilleures revues, JAMA, New England, que mes confrères et consoeurs connaissent bien. Eh bien, un usage systématique de l'écho, tenez-vous bien, en médecine générale. Donc, si votre praticien, là, systématiquement utilise l'écho, c'est 1 cas sur 2 de diagnostic modifié. Et vous imaginez ce que ça veut dire? Énorme. 1 cas sur 2, c'est énorme. C'est 1 cas sur 3 où le traitement qu'on va vous donner à la fin n'a rien à voir. Donc, c'est quand même majeur en termes d'impact, de qualité, de sécurité des soins. Et sur le plan médico-économique, donc là, on commence à avoir beaucoup de retours. Ce sont évidemment donc une qualité de la prise en charge, donc c'est le rôle d'un hôpital, mais c'est des transports évités, c'est un parcours du patient fluidifié, ce sont ce qu'on appelle techniquement la nosocomialité évitée, c'est-à-dire que des infections vous contractez à l'hôpital, vous en avez moins, etc., etc. Et donc il y a un bénéfice médico-économique à équiper l'ensemble d'une structure qui sont absolument majeurs. Alors, y a-t-il des résistances, médecins radiologues, culture médicale traditionnelle, coût d'adoption, peur de mal usage, de fausses interprétations, etc. Alors écoutez, à ma surprise même, l'adoption, elle s'est faite de cette pratique de l'échographie clinique très très bien et avec la promotion des radiologues. Pour peu qu'on mette une bonne ligne de démarcation entre voilà ce qui relève de l'échographie clinique, voilà ce qui relève de l'échographie de spécialité. On ne fait pas du diagnostic avancé, on fait du diagnostic de tri. Grave, pas grave, quels sont les organes touchés? Primaire, c'est ça qui est important. Et en fait, on soulage même les radiologues. Donc l'adoption, elle se fait franchement dans les conditions optimales. Pour vous citer le CHU de Nîmes aujourd'hui, professeur Bérigi, s'est équipé de son Ecopen pour former ses propres externes à faire de l'échographie de tri. Donc l'adoption, elle est vraiment elle se passe aujourd'hui dans les conditions idoines, les meilleures. Alors l'intelligence artificielle, comment l'intégrer sans danger pour aider, mais ne pas remplacer l'œil médical? Absolument. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un potentiel remarquable. Néanmoins, il faut qu'il y ait une lecture, il faut qu'il y ait une relecture, si je veux dire. Il faut que le praticien soit là pour savoir si, en effet, ce que propose l'IA est correct ou incorrect. Et donc, la démarche d'Ecopen, ce n'est pas de remplacer les capacités de diagnostic du confrère ou de la consoeur, c'est de l'assister. Et donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est, sur un certain nombre d'organes, on calcule des métriques cliniques qui vont l'aider dans son diagnostic. C'est pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite, pour améliorer son diagnostic, pas pour le remplacer. C'est ça la vision de l'IA et c'est ça, à mon avis,
le potentiel majeur de l'IA. À quoi pourrait ressembler la version de demain de votre sonde? Meilleure résolution, nouvelle fréquence, réduction du poids, ajout de fonctions? Alors évidemment, on va toujours améliorer. Je rassure mes confrères, en termes de qualité d'image, on a une qualité d'image très satisfaisante et il n'y a plus d'intérêt. Oui, c'est pas un concours de beauté les images. Voilà. Et il n'y a plus d'intérêt à constamment améliorer la qualité d'image. On a la qualité d'image qu'il faut. Et donc dans les versions ultérieures, vraisemblablement, on aura encore davantage de services, d'intelligence artificielle. C'est vraiment le chemin que l'on prend, si bien que nos collègues qui s'équipent aujourd'hui pourront, dans les années qui viennent, par simple mise à jour de leur application, de bénéficier de l'augmentation de nos services et notamment d'intelligence artificielle. Voyez-vous ce type de technologie se diffuser massivement dans les pays à ressources limitées? Quels sont les obstacles majeurs? Écoutez, je crois que dans tout type de pays, et en particulier les pays à ressources limitées, parce qu'on est vraiment pas cher, et donc l'obstacle, si vous voulez, pour nous, c'est essentiellement le temps qu'on peut consacrer avec les moyens qu'on a pour se déployer dans tout type de pays. Donc profite de votre antenne pour avoir lancé un appel aussi à des distributeurs qui ont un certain nombre de pays qui connaissent bien et dans lesquels ils peuvent nous aider à pénétrer, puisque nous, on ne peut pas porter nos efforts commerciaux partout. Voilà. Est-ce que, selon vous, quel est l'impact potentiel sur la médecine de diagnostic précoce, sur les inégalités d'accès aux soins, sur les urgences et la télémédecine? Ouais. Écoutez, si on prend une donnée que je trouve assez intéressante, au moment là où on tient cette émission, 2/3 de l'humanité n'a pas accès à l'imagerie médicale. Précisément, c'est de l'imagerie médicale de première intention, de l'imagerie qui permet le diagnostic, comme vous dites, précoce. Et donc ça, on a un outil, si j'ose dire, médical, un outil d'aménagement du territoire pour les déserts médicaux et un outil formidable de réduction des inégalités des soins. On parlait tout à l'heure de cette sage-femme, donc vous imaginez que augmenter sa pratique améliorée par ce type de dispositif, c'est la possibilité d'intervenir en tout contexte sur des populations qui sont distantes des lieux de soins. Donc c'est une formidable capacité à réduire les inégalités de soins. Et donc pour les structures, là aussi, de santé publique, les pouvoirs politiques qui ont la capacité de mener des politiques sanitaires, je pense que c'est un outil extraordinaire de réduction des inégalités de soins. Alors non seulement de réduction des inégalités de soins, mais je vais vous dire même mieux. Une personne au bout d'un territoire qui bénéficie d'un diagnostic avec ce type de dispositif, possiblement sera mieux traité qu'un expert qui, dans le cadre de sa pratique clinique, dans une grande ville, n'a pas ce type de dispositif à disposition. Ouais. Enfin, Mehdi Benchouf, quelle est votre vision à long terme? Est-ce que dans 10 à 20 ans, tous les médecins auront une sonde ultra portable dans leur poche? Le stéthoscope sera-t-il relégué à des usages symboliques ou complémentaires? Oui, je dirais qu'il y aura quelques usages possiblement résiduels du stéthoscope, mais j'ai beaucoup de collègues urgentistes qui disent mon stéto, je ne l'utilise plus. Voilà, donc déjà, c'est clair. Même sans ayant... Ah non, parce que précisément, ils ont à disposition pas loin un échographe. Et là, des urgentistes, lorsqu'on leur met Ecopen, évidemment, ils ont ça dans la poche. Ça y est, c'est vrai. Donc voilà, donc je pense que ça c'est en place. Donc accompagner ce mouvement dans le temps, c'est notre mission. Deuxième mission, moi qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les étudiants. Et encore une fois, je renouvelle l'appel pour les facultés. Équiper, former vos étudiants à cette pratique. Et nous, on se tient à votre disposition si vous avez des besoins d'équipement. Et donc ça, c'est un travail d'une génération. Et j'en appelle aussi aux externes, aux internes, etc. Mobilisez-vous pour vous-même vous former avec le matériel idoine. Je pense que ça, c'est un élément majeur, en tous les cas constitutif de notre mission. Et enfin, à terme, et c'est ce que vous disiez à un moment donné en parlant de science-fiction, je pense que le rêve sera complètement abouti lorsqu'on sera parfaitement capable d'équiper tous les patients de petits capteurs qui leur permettra d'avoir une première ligne de prise en charge. Ouais. Et encore une fois, j'insiste, pas du tout pour remplacer les praticiens, mais pour les soulager d'un premier diagnostic et qu'ils puissent prendre la prise en charge des patients dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. On retiendra de cet échange qu'avec Ecopen, l'échographie n'est plus seulement l'apanage des hôpitaux,
et des spécialistes, mais qu'elle devient un outil de diagnostic accessible, simple et potentiellement universel. À l'image du stéthoscope de l'ENEC, en son temps, cette sonde ultra portable pourrait transformer en profondeur la pratique médicale, réduire les inégalités d'accès aux soins et donner un nouvel élan à la médecine de proximité. Merci Mehdi Benchoufi d'avoir partagé avec nous votre vision et votre passion. C'est aussi beau pays. Et bonne route à cette innovation qui pourrait bien écrire une nouvelle page de l'histoire de la santé. Restez avec nous, c'est autour du midi jusqu'à 13h30. Et bien sûr, tout à l'heure, on va... Excusez-moi, tout à l'heure, on va accueillir Dr Razi Gelbien. Il va nous parler, il est président de l'association Nouran. Il vient nous parler d'un rendez-vous scientifique d'envergure, la 4e conférence internationale sur l'oncologie contemporaine, qui se tiendra du 3 au 5 octobre prochain à Gamar. Ça sera juste après. Restez avec nous, c'est autour de midi. Vous écoutez Autour de midi avec Mehdi Hawass. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day.